je serai bref dans ma présentation, donc je vais faire court. Et je vais, Lionel, vous poser la première question. Pourquoi écrivez-vous? Et pour qui écrivez-vous? Alors, je vais commencer par peut-être un tout petit détour, très court. Juste d'abord, pour vous remercier d'être venu ce soir. C'est pour moi quelque chose d'un petit peu particulier d'intervenir ici à Alvar, parce que quand je suis revenu de ce séjour de 7 ans en Guyane, qui est le sujet de l'éloignement, qui est le fil conducteur principal de l'éloignement, j'ai eu la chance d'être muté à Alvar. Je me souviens que c'était pour moi une très bonne nouvelle. Et j'ai commencé à enseigner à Alvar, ici même, dans ces locaux. Donc c'est quelque chose de très troublant que de se retrouver plusieurs années après, ici, avec une autre casquette que celle de professeur. Et je crois qu'il y a un lien avec la question que Claude vient de me poser. Je pense que l'écriture, pour moi, est profondément liée au rapport au temps. Et c'est une manière de tisser une toile entre le passé, le présent. On a souvent l'impression, je pense, que nos vies sont très morcelées, que ça part dans tous les sens, qu'il y a des petits lambeaux et que tout ça ne forme pas vraiment un tableau cohérent. L'écriture, c'est peut-être d'abord une manière de rassembler tout cela dans le livre, de rassembler les lieux, de rassembler les moments de la vie dans une forme satisfaisante. Maintenant, alors pourquoi j'écris? Il y aurait 1000 réponses à cela. J'en sais rien. Je sais que c'est venu très tôt. Je sais que c'est lié à un rapport au temps que je dis souvent être un petit peu tendu. Mais c'est lié aussi peut-être simplement au fait qu'il y a beaucoup de très belles choses et de choses très touchantes autour de nous. Et je crois que si j'étais un chat, je ronronnerais de contentement par moments. Je ne suis pas un chat, donc quand il y a des moments de grand bonheur, j'écris. Si j'étais un chat, là encore, les chats, quand ils sont malades, ils ont de la fièvre, eh bien, ils se couchent sur le flanc et ils ronronnent aussi, ou ils gémissent. Voilà, moi j'écris aussi pour cela. C'est une manière de traduire peut-être des moments qui sont particulièrement intenses, des moments qui sont qui exigent de nous une réponse, voilà, qui exigent de nous qu'on fasse quelque chose. Alors moi, je ne sais pas faire grand-chose en fait, mais j'ai la possibilité d'écrire. Donc ma réponse à moi, à tout ce qui me sollicite de beau et de touchant, c'est l'écriture. Alors pour qui j'écris? Je dirais dans un premier temps, c'est un peu paradoxal de le dire ici ce soir, mais pour personne. Dans un premier temps, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé de ne pas écrire, mais je n'ai jamais réussi vraiment à ne pas écrire. Donc dans un premier temps, j'écris parce que c'est une nécessité vitale, parce que ça permet d'y voir clair. J'écris pour moi, j'écris pour le monde entier, j'écris sans destinataire. Mais le deuxième moment de l'écriture, c'est la publication. Et là, c'est tout à fait autre chose parce que d'un seul coup, on se découvre des destinataires et on se rend compte, c'est un petit peu nouveau pour moi, que ce qui avait été écrit d'une certaine façon pour tout le monde et pour personne trouve un écho. On se rend compte qu'en fait, on n'écrivait pas seulement pour soi, mais pour les gens, que c'est aussi une façon d'aller vers les gens, bien entendu. C'est pour ça que je suis là ce soir, bien sûr. Voilà. Alors, qui veut se lancer pour la première question? C'est moi qui l'ai lancé la première, maintenant qui se lance pour la seconde. Madame Abreu. Comment trouvez-vous le temps entre votre profession, surtout le prof de français, ça demande quand même beaucoup de préparation, beaucoup de correction, l'écriture, bon, je suppose que vous avez des enfants, vous écrivez la nuit. C'est une question qui est très très importante en fait et très profonde, parce que c'est la question de l'intégration de l'écriture dans une vie quotidienne où on a un travail. La plupart des écrivains ne vivent pas de leur plume, il y en a très très peu qui vivent de leur plume. Pour ce qui est des poètes, il n'y en a aucun, même les poètes les plus connus et que je vénère comme Philippe Jacotet n'ont pas pu vivre de leur travail d'écriture.
Donc on est obligé d'avoir un métier qui permette de se nourrir et de nourrir ses enfants. C'est très Et prenant. c'est très bien, et c'est très prenant en même temps. Prenant. C'est une des raisons pour lesquelles je suis resté longtemps silencieux sans publier, parce que le travail de professeur est prenant, le fait d'être père de famille avec des petits est très prenant aussi, et je savais que si je reprenais pleinement le chemin de l'écriture, j'allais être complètement happé par cela. Et je ne voulais pas me mettre en retrait de ma vie familiale, j'estimais que je ne pouvais pas faire cela. Il y en a qui le font, hein, ils envoient promener tout le monde. Bon, moi, je ne me voyais pas du tout faire cela. Donc, cette question de l'intégration de l'écriture dans le quotidien, j'ai mis longtemps à la résoudre. J'ai réussi à la résoudre en rencontrant un poète suisse, encore un Suisse, qui s'appelle Vahe Godel, qui a été enseignant pendant toute sa carrière, qui a écrit beaucoup de livres. Et c'est une des questions que je lui ai posées, comment vous avez fait ? Et je me suis rendu compte que ça ne posait aucun problème à partir du moment où l'écriture était partout. C'est ce que je dis à la fin de l'éloignement. Je dis, je pense que ça répond à la question. Je dis, comme l'oiseau même posé reste un oiseau, l'écriture, hors l'envol du moment où j'écris, est ma demeure. D'une certaine façon, j'écris tout le temps. Et cette intégration de l'écriture au quotidien, elle va passer par le fait, par exemple, que j'écrive dans la voiture en venant. C'est un moment d'écriture important. J'utilise ce merveilleux instrument qui est le dictaphone. J'écris pas quand même comme ça, ce serait très, très dangereux, ça finirait mal. Donc j'écris en venant au collège avec le dictaphone. J'écris le soir. L'éloignement, je l'ai écrit pendant une période où j'étais à temps partiel, ça aide beaucoup, mais en partie la nuit. Alors j'évite parce qu'après, ça pose un peu souci pour être vaillant le matin. Et d'une certaine façon, voilà, quand je suis au collège, ce sont des moments qui font partie de l'écriture. Quand je suis en train d'éplucher mes oignons, ce sont des moments qui font partie de l'écriture. Tous les moments font partie de l'écriture, même les moments où je n'écris pas. Après, je ne cache pas que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pratique une écriture par fragments. La poésie permet cela, parce que je peux difficilement me plonger dans un travail de longue durée en dehors de nos précieuses vacances scolaires. Et même pendant les vacances scolaires, il y a les enfants, il y a plein de sollicitations qui font que je suis obligé de travailler par fragments. Voilà. Mais j'ai souvent l'impression d'avoir à mener plusieurs pleins temps à la fois. Il y a l'écriture, la musique aussi qui me prend pratiquement, même, oui, au moins autant de temps que l'écriture. Donc la musique, l'enseignement, l'écriture, les enfants, voilà, c'est assez chargé, c'est vrai. C'est comme votre écriture qui est très très dense, très fournie, très détaillée. Quand vous parlez par exemple de la jungle, on a l'impression qu'on se sent sous les feuilles, dans la verdure, on a chaud, on est un peu à l'abri. J'espère bien. Voilà, c'est très, très fourni, très dense. Je vous conseille de le lire. Merci. Ce sont des livres qui se... justement, comme vous écrivez par fragments, donc on ne peut le lire aussi que par fragments. Ça ne se dévore pas, ça se déguste, je trouve. Hein. C'est ça? D'accord. Et il faut faire des pauses et reprendre. Voilà, c'est ce que j'ai ça. fait aussi. Voilà. Oui. Pour bien apprécier et pour prendre le temps de rentrer dans le texte aussi. Voilà. Et bien l'apprécier. Voilà. On déguste. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit cela, qu'ils lisaient petite partie par petite partie. Voilà. Et même, on peut lire dans différents... Oui. Comme c'est ce que permet aussi la poésie, même si c'est de la prose, même si c'est un récit. Et puis je dirais aussi pour le faire durer un peu plus longtemps. Oui. Parce que voilà, quand il est fini, on peut le reprendre après, mais voilà. Du coup, est-ce qu'il y a un livre après? Est-ce qu'il y a un prochain livre? Est-ce qu'il y a un livre en cours? Il y a beaucoup de livres en cours en fait. J'en ai 2 qui sont terminés, mais voilà, qui sont à l'affinage, hein, comme les fromages. Il faut quand même que ça reste en cave un certain temps. Il y a 2 projets aussi assez avancés. Après, c'est vrai que j'ai découvert cette chose merveilleuse qui est le site internet. J'ai différentes rubriques et ça me permet aussi d'avoir un intermédiaire entre l'écriture, l'écriture sur carnet, les fragments,
et puis la publication. Donc j'ai une dizaine de rubriques, et au gré de l'humeur, je vais alimenter ces différentes rubriques. Et il est vraisemblable que chacune donne lieu à un livre à un moment ou à un autre. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en cours, hein, beaucoup de livres. Un petit peu de lecture. Voilà, un petit exemple pour vous encourager à lire la totalité du livre. Note sur le temps vivant. Soirée d'averse. Je reste allongée sur le matelas, le chat sur les genoux. Une souris traverse la pièce sans qu'il bronche. Griffonnant ces lignes, je remarque qu'ici comme ailleurs, les carnets ne recueillent nullement l'ensemble de la réalité quotidienne, mais surtout les traces de ces petits moments d'oisiveté qui semblent sans intérêt, toujours en marge de l'histoire et des fonctions sociales. Presque pas un mot, donc, pour les problèmes du village, pour les soucis et les joies du travail, ni même pour ces gamins que j'aime, qui m'apprennent quelquefois plus que je ne leur apprends, et dont les prénoms, Thérèse, Marie-Noël, Olivier, Aïwen, Marina, sont ma musique quotidienne. Plus un mot pour ces adultes qui partent à la dérive, non plus que pour ceux-là qui tiennent bon la barre et sont la dignité de leur métier. Toute la place est prise par le chat, la pluie, les infimes variations du temps qui passe, du temps qu'il fait, du temps qui compte. Le temps qui compte est celui des orages, des interstices, des détours, des escapades, le temps du chat qui dort ou qui joue, le temps qu'on ne compte pas et qui, comme Céline, ne sert à rien, le temps de l'enfant occupé à jouer dans une flaque entre deux fusillades. C'est le temps vivant qui palpite sous l'écorce durcie des temps morts, qui fait qu'on peut vivre des fragments de quiétude en tout lieu et en toutes circonstances, jusqu'à son dernier souffle. C'est en lui que l'on puise chaque jour, chaque instant, la force de renaître. Bien. Alors, question, qui va poser, qu'est-ce qui va se lancer? Parce que je sais que c'est jamais facile de se lancer pour poser une question. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était un bon résumé de la vie d'écrivain. Enfin, de la vôtre, en tout cas. En Guyane, Voilà. on retrouve le chat. Voilà. Et oui, cette vie en Guyane, c'est quand même tout un événement pour vous, quoi. Pourquoi la Guyane d'abord? Ah, une bonne question. Pourquoi la Guyane? Non, moi, je Poste à Saint-Pierre-et-Miquelon. venais de Savoie, donc d'un pays sec, montagneux et froid. Je ne pouvais pas trouver plus différent. Bon, il y a différentes réponses possibles, mais profondément, il y avait vraiment l'envie d'aller voir ailleurs et de me coltiner avec une réalité moustiqueuse, poisseuse, parfois difficile. Ce n'est pas un pays très facile, ce n'est pas un pays qui a toujours très bonne réputation non plus. Moi, je venais vraiment des lettres, des livres, et j'avais le désir de m'éloigner des livres, de m'éloigner des lettres, pour me plonger dans une autre réalité, qui était la réalité de la forêt, du village. Ici, c'était à Maripasoula, donc vraiment dans l'intérieur de la Guyane. Voilà, c'est une des réponses possibles. Est-ce que vous y êtes retourné depuis? Alors non, donc j'ai passé 7 ans là-bas, je n'y suis pas retourné. J'y serais volontiers retourné. Les billets d'avion sont très très chers, c'est un vrai problème. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si, parce que pendant toute la période où j'ai écrit l'éloignement, la période centrale d'écriture qui a été assez brève, environ 6 mois, un peu moins de 6 mois, j'ai eu la sensation inouïe d'être retourné là-bas. Je ne rêvais plus que de Guyane, et j'ai refait absolument tout le voyage de Guyane en écrivant le livre. C'est moins cher que l'avion. C'est quand même un des avantages de l'écriture et de la lecture, c'est que ça permet de voyager à moindre frais. Et est-ce que vous avez gardé le contact avec les élèves de là-bas? Non, pas avec des élèves. Non, je n'ai pas gardé des contacts avec des élèves parce que c'est difficile. Je pense que ça aurait été un petit peu artificiel. Les élèves que j'avais en plus n'étaient pas forcément tout à fait à l'aise avec l'écrit.
Donc j'ai gardé quelques contacts avec des amis, des adultes, mais pas avec des élèves. Alors, qui va se lancer? Dominique. Une question double. On lisait dans le milieu familial pour la première partie, et puis pour la deuxième partie, est-ce qu'il n'y a pas, vous avez écrit très tôt apparemment, un besoin d'isolement? On lisait absolument à la maison, il y avait plein de bouquins, donc j'ai eu une transmission tout à fait excellente, et donc oui, j'avais les livres à portée de main, et c'était tout naturel. Un besoin d'isolement qui est très profond, hein. Je crois que j'étais un enfant qui était vraiment un boulimique de lecture, c'était presque maladif, très tôt, beaucoup. Donc je suppose que j'étais un enfant qui aimait bien s'isoler, hein. Je suis retourné sur les lieux de mon enfance il y a quelques jours, là, pendant les vacances, à Ferney-Voltaire. J'ai revu l'école et je me revoyais planqué sous un banc avec 20 000 lieues sous les mers. Donc oui, le besoin d'isolement, il était évident, hein. Je pense qu'on ne va pas en Guyane pour rien, on ne choisit pas le patelin le plus perdu de Guyane pour rien. Et l'écriture, de toute façon, c'est vraiment un art de l'isolement. Autant la musique est tout de suite tournée vers les gens, autant l'écriture demande d'abord une période d'isolement. L'isolement me plaît bien, c'est sûr. Et la bibliothèque en libre accès? Oui. Et puis il y avait aussi la bibliothèque de l'école, la bibliothèque, il y avait la bibliothèque municipale, voilà, tous les livres qui passaient. Assez tôt, je me suis orienté vers cela, c'est-à-dire que j'ai lu un peu tous les classiques avant mes 10 ans, mais ensuite c'est vraiment ce qui m'a fasciné, c'était les livres de Giono par exemple, c'était ça c'était un grand éblouissement, et puis ensuite la poésie japonaise, et je suis allé très très vite vers ce genre de choses qui me correspondaient bien. Quel rapport vous avez aux nouvelles méthodes, aux nouvelles technologies de lecture? Ah, de lecture. Ah, d'écriture, je suis devenu, comme vous savez, un écrivain très high-tech, hein, dictaphone, ordinateur, voiture, j'utilise quand même beaucoup de choses. Alors maintenant, j'arrive à lire sur les écrans, enfin sur l'ordinateur. Avant, j'en étais incapable, mais pas trop longtemps, je trouve ça fatigant. Je n'ai pas de liseuse. Je n'ai rien contre, hein. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était très pratique de lire sur une liseuse, qu'on pouvait d'ailleurs agrandir les caractères comme on voulait, que c'était très pratique. Donc je n'ai rien contre cela. Mais voilà, moi je reste très attaché au livre papier. Voilà, culturellement, je viens du livre papier, donc je n'ai pas encore vraiment franchi le cap. Je n'éprouve pas d'ailleurs tellement la nécessité de le faire. Voilà, je lis quand même vraiment sur papier. Et vous avez un blog là, qui s'appelle Trace. Oui. Qu'est-ce que vous essayez de faire passer dans les différents articles, les différents billets que vous publiez? Alors Trace, au départ, je ne pensais pas me lancer dans un site internet, mais les premiers textes que j'ai recommencé à publier après un long silence et après le retour de Guyane l'ont été dans le cadre d'un site internet. Je me suis rendu compte que ça offrait une grande souplesse, que c'était tout à fait intéressant, que ça permettait aussi de travailler sur l'image, que ça permettait de faire des choses que le livre papier ne permet pas. Dans un premier temps, j'ai créé le site pour présenter simplement mon travail. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est tout à fait nécessaire de le faire. Il y a des éditeurs qui m'ont fait la joie de me faire confiance, donc la moindre des politesses à avoir vis-à-vis d'eux, c'était de faire cet effort, de présenter mon travail. Donc il y a une partie de présentation du travail, et puis il y a une partie d'atelier, que je compare à l'atelier d'un peintre. Voilà, le peintre qui est dans son atelier, qui permet aux gens de venir visiter l'atelier, montre des travaux qui sont déjà achevés, puis il y a des esquisses qui sont un peu partout dans l'atelier. Ça me permet de travailler en sachant que la porte est entrouverte. S'il y a des gens qui veulent passer, qui veulent venir voir ce que je trafique en étant enfermé, eh bien, je ne suis pas complètement enfermé, la porte est entrouverte. C'est devenu un outil très pratique. Je dis aussi que je compare ça à l'accordéon, puisque l'accordéon est
deuxième ou troisième, je ne sais pas, obsession. Je raconte que souvent je me mets sur la terrasse de mon village et je m'exerce dehors. Alors je sais bien que je casse les oreilles de la moitié du village et qu'on m'entend jusqu'à l'autre bout de la vallée. Visiblement on m'en veut pas trop, ça va. Le fait de travailler en sachant qu'on peut m'entendre, ça m'incite à faire attention, ça m'incite à bien travailler. C'est un petit peu la même chose avec la publication de tous les textes que je propose. Ça m'incite déjà à serrer un peu l'écriture, à travailler les textes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que vous avez proposé vos textes à vos élèves? Ah non, non. Ils sont trop durs ou pour eux, vous les estimez trop compliqués? Non, c'est bon. D'abord, je trouverais ça un petit peu prétentieux de ma part, quand même. Et je crois que je suis déjà très très présent dans mes cours, en classe. Je ne veux pas non plus trop en rajouter. Il y a beaucoup d'anecdotes que je raconte en classe, que j'ai repris dans l'éloignement, par exemple, dans l'éloignement. Donc la classe est déjà assez un terrain de travail pour l'écriture. Je me vois mal proposer à la lecture un de mes textes. Puis j'ai déjà tellement de gens que j'adore, d'auteurs que j'adore à proposer, que ça ne me semble pas nécessaire. Mais vous leur avez dit à vos élèves que vous aviez publié des livres ou non? Non, je n'ai jamais dit, mais c'est vrai qu'avec Internet maintenant, les choses sont tellement publiques que voilà, beaucoup le savent parce que il y a les articles, il y a Internet. Ils le savent et je peux en témoigner parce que c'est tout récent cet après-midi. J'ai reçu 3 classes donc comment dirais-je, de primaire. Et les enfants regardaient, ils disaient, ah, monsieur Cepelini, ah, moi, je la connais, j'ai mon frère, j'ai ma soeur. Enfin, beaucoup d'enfants m'ont dit, on connaît monsieur Cepelini. Ils disent bien monsieur Cepelini, pas Lionel. Mais il m'est arrivé d'écrire des textes pour la classe, pour des circonstances particulières, des textes que j'ai lus. Pour introduire la lecture d'un texte, par exemple. Donc, je ne dis pas forcément que c'est de moi, mais il m'arrive de le faire voilà, pour introduire tel ou tel texte ou dans telle ou telle circonstance particulière. Oui. Imaginez-vous un jour écrire de la science-fiction ou de l'héroïque fantasy pour sortir complètement de ce que vous faites habituellement? Non. 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 Pas du tout dans votre esprit. Non. J'ai rien contre, hein. Mais non, il n'est pas impossible qu'un jour j'ai recours à la fiction. Si j'ai besoin de filtres supplémentaires entre l'histoire racontée et puis l'auteur. Mais je trouve que l'écriture est déjà tellement un filtre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'enlever les filtres. C'est d'y voir le plus clair possible sans filtre et sans recours à la fiction. Les livres qui me touchent, ce sont presque toujours qui me touchent le plus. Même si je me souviens m'être régalé avec Tolkien, avec tout cela, hein, je peux apprécier vraiment. Mais les livres qui me touchent le plus profondément, ce sont des livres dans lesquels j'entends la voix de quelqu'un, d'un auteur, qui souvent me parle aussi de son travail d'écriture. Donc je me vois mal faire cela. Je vais lire un petit passage de texte où on retrouve ce que je disais tout à l'heure au niveau de la nature et de la méditation. Je marche dans la forêt, la nuit ne me fait plus peur. Je reviens à la table, je suis ici chez moi, je suis partout chez moi. Je n'ai plus peur de la nuit, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de l'été, de l'automne, ni de l'hiver. Je n'ai plus peur du temps qui passe et je n'ai plus peur de perdre mon temps. Je suis le chemin. Je me fiche de savoir si je parviendrai à me réaliser. Je me moque de ce que deviendra le monde. Je ne sais qu'une chose. Je marche dans la forêt. C'est ce que je dois faire. Je marche vers la montagne. C'est ce que je dois faire. Je tiens la main du vent. C'est ce que je dois faire. Je respire et j'avance. C'est ce que je dois faire. Je salue la beauté. C'est ce que je dois faire. Je salue, j'écris ces lignes, je me rassemble, je me replie, je me déploie. C'est ce que je dois faire.
Je trace ces mots, je cartographie mes errances pour avancer encore. C'est ce que je dois faire. J'arrête d'écrire. Je me tais à présent. J'arrête d'écrire. Je me tais à présent et je vais au balcon. J'écoute l'averse qui gonfle dans la vallée. Je respire avec elle. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait. Alors ça, c'est la fin, c'est le dernier texte du Grillon de l'automne. Et on retrouve là encore cet aspect méditatif, cet aspect de recherche de la nature. Une autre question. Cécile, vous avez forcément une question. Forcément. Une comédienne a forcément une question à poser à un auteur. Je me posais une question. Ah, je savais bien. Là, je me posais une question, c'était le travail d'écriture est très souvent un travail solitaire, effectivement. Et je me demandais si parfois un écrivain ressentait le besoin d'avoir un contact avec d'autres écrivains. Ah, c'est Et très... si ça se faisait, Oui, et comment, enfin voilà. Oui, ça c'est très important. J'en parle d'ailleurs dans l'éloignement, parce que j'avais écrit une lettre à un auteur que j'aime beaucoup, qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Jean-Pierre Abraham. Et à ce propos, je disais la nécessité dans laquelle je me trouvais de nouer des liens avec des auteurs dont je me sentais proche. Sinon, on s'étiole, on se fane, hein, c'est terrible. Donc c'est important. C'est pour ça que c'est formidable qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des salons du livre, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des maisons de la poésie, et qu'il y ait des lieux qui favorisent cela. Et puis tout simplement des échanges de courriers. C'est vrai qu'écrire un livre, c'est aussi pour moi une façon de l'envoyer, de pouvoir l'envoyer à des gens que j'aime bien, à des auteurs que j'aime bien, et de nouer des liens comme cela. Voilà, il y a quelque temps, par exemple, j'avais envoyé le livre de l'éloignement à Joël Vernet, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui m'a tout de suite répondu, et c'est extrêmement réconfortant et quelque chose de nécessaire. Les forêts et les montagnes sont très bonnes pour l'homme, mais on a besoin de ces contacts humains sans lesquels on finit par tourner en rond. C'est bien l'isolement, hein, j'adore ça, mais ça finit par devenir desséchant. Ça peut, je pense. Alors, il y a encore un volontaire. Marcel. Georgette, obligatoirement, tu as une question, je sais. Bernadette. On ne peut pas reposer une question parce que on va dire après. Voilà. Parce que vous expliquez que Internet vous sert justement comment on peut dire, d'interface. Oui. Pour voir des gens. Alors que moi je suis une lectrice assez coriace, puis je fais le même parcours que vous au point de vue études. Je suis très frappée qu'il y ait quand même un certain nombre d'écrivains, mais c'est pas ni une critique, mais parce que chacun fonctionne à sa façon, qui au contraire s'enferment. Et justement ne souhaitent pas ces contacts. Et des écrivains qui trouvent souvent en eux-mêmes. Moi, Proust, par exemple, a jamais promené son manuscrit, on l'a trouvé après, avec ces petites feuilles volantes qu'il rajoutait. Et il y a beaucoup d'écrivains, je crois que Giono, d'ailleurs, que vous avez cité, écrivait chez lui et ne donnait pas. Et c'est très curieux que, enfin c'est pas curieux, mais on peut que prendre acte que vous avez besoin de ces contacts, et puis que finalement on ne peut pas en tirer une universalité de l'écrivain, puisque chacun réagit à sa façon, qui s'enferme, qui s'ouvre. Je crois que chez tous, il y a deux mouvements. Hein. Il y a un mouvement de retrait. C'est une critique, c'est simplement pour dire que quand un écrivain est lui-même,
et qu'il a une personnalité, et que je pense qu'il n'y a pas une universalité de l'écrivain, et que chacun a besoin de son, comment on peut dire, son cocon pour pouvoir travailler et sortir. Il y a plusieurs choses qui m'inspirent votre remarque. C'est que d'abord, bon, je pense que pour tout le monde, il y a ces deux temps, un temps de retrait, parce qu'on est bien obligé quand même de s'installer à sa table et d'être un tout petit peu au calme, un minimum. Il y a un temps de retrait, et puis il y a un temps de rencontre, d'ouverture. J'ai certains écrivains dits voyageurs que j'aime beaucoup, comme Nicolas Bouvier. Le temps était assez clairement répartie, une partie sur les routes, une partie enfermée à la maison dans la chambre rouge. Proust est un auteur qui, pour moi, a énormément compté. La chambre de Liège, ça m'allait tout à fait, ça me va toujours tout à fait. Après, dans le retrait, il y a une manière d'être au plus près des gens. Chez Proust, il y a une immense tendresse pour les gens. Proust est probablement l'auteur le plus bienveillant, le plus tendre que je connaisse. Il y a une sorte de bonté absolument inouïe dans la manière qu'il a de parler des gens et de ressusciter les voix de ces disparus. Il se met en retrait, mais alors c'est pour être au plus près de ce qu'il peut y avoir de plus poignant et de plus touchant. Après, voilà, c'est vrai qu'en effet, chacun vit différemment ces deux temps de l'écriture, du retrait ou de la rencontre. Une petite lecture encore maintenant. Oui. Ah oui. Pour certains, ne montrent pas ce qu'ils font avant l'entière réalisation. Alors, je prends un extrait du Grillon de l'automne. Alors qu'il y a des extraits dans l'éloignement qui sont excellents sur le bruit, par exemple, sur les chiens, les coqs en Guyane. C'est très voyant. Et à ce qui paraît, en Guyane, le bruit, c'est la sécurité. Hein, c'est ça? Oui, voilà. On se rassure. Voilà. Alors, je pense que c'était une période d'isolement pour vous aussi. Ah oui, dans le Grillon de l'automne, j'ai un petit chalet des Aravis, c'est tranquille. Hein. C'est à la nuit tombée que les fantômes sont venus cogner au carreau. Où n'était-ce que la branche d'un frêne? D'abord, un souffle de neige est descendu des falaises, a fait plier les arbres, battre la porte et craquer la charpente avant de s'engouffrer dans la cluse. La hulotte a lancé un cri voilé et, plus tremblante encore, la cloche de la vallée a tâté faiblement, happée par les grillons du silence. Pas une lumière dans la nuit froide, pas de lune, ni de lampe, pas d'étoiles, ni surtout de ces derniers feux larmoyants des demeures. Le vent a cessé. Qui est-ce qui rôdait autour du chalet, grattait à la porte, à pas de loup s'avançait dans la chambre déserte? Rien au dehors, et la peur de ce rien s'immisçait au-dedans. J'étais seule dans ce chalet inconnu, petit point perdu dans la nuit vide, et soudain, bien démunie pour faire face à cette solitude et à ce vide. J'ai pleuré, visage après visage, souvenir après souvenir. Les images du passé ont défilé sur la vitre noire, se dissolvant lentement dans la nuit. Je me suis vidée de mes souvenirs comme on perd son sang, répétant hébété la même plainte. Où? Et puis, larmes et images se sont taries, et il n'y a de nouveau plus rien eu que le souffle du vent qui sifflait à travers la forêt. Dans ce bouquin, justement, Le Grillon d'automne, il y a un truc assez très intime, très personnel, c'est votre dédicace. Ah oui. À Nathalie, ma douce, à mon père et à ma mère, ces traces. Expliquez-nous ces traces. Je crois que toute l'écriture, c'est juste des traces de ces moments-là, de moments passés. Donc, c'est des lambeaux, c'est des fragments, c'est des traces. C'est vrai qu'il y a une dimension intime qu'on entend dans ce passage-là aussi. L'arrivée dans ce chalet, avec, comme pour la Guyane, l'envie profonde
de toucher terre, d'avoir des épreuves aussi, c'est un petit peu cela. J'étais tout jeune, je me retrouve dans ce chalet tout seul, en montagne. Donc évidemment, comme tout le monde, je panique. Je panique, je bloque la porte, je me cache derrière la porte avec une hache. Il n'y avait rien qui venait, mais j'étais terrorisé. Et puis voilà, les souvenirs qui remontent, la peur, puis tout ça qui se calme. Et ça raconte aussi, oui, des choses qui sont tout à fait intimes, bien sûr. Un autre. Cécile, vous en prie. Oui, merci. Donc, effectivement, moi, je connaissais Monsieur Cipolloni, professeur de français. Les enfants n'ont pas eu. Ils n'ont connu que de. Voilà. Le comédien aussi, excellent, en pingouin. Et. C'est fabuleux souvenir. Pas du tout l'écrivain. Et voilà que je découvre quelqu'un qui a édité 3 livres. Voilà. Et. Si je veux découvrir Monsieur Cipolloni, écrivain, lequel je prends si je ne peux pas prendre le train? C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont dit que c'était plus facile d'entrer par le grillon de l'automne que par l'éloignement, et d'autres qui m'ont dit exactement le contraire. Donc, je ne sais pas quoi répondre. Ce sont des périodes de vie, peut-être, chacun? Oui. En fait, le grillon de l'automne raconte d'une certaine manière la Savoie depuis la Guyane. Je l'ai écrit en Guyane, avec la nécessité vraiment de retrouver les sensations de la Savoie. Et l'éloignement raconte la Guyane depuis la Savoie. Il y a vraiment un jeu de miroir entre les deux. Je parle beaucoup du grillon de l'automne dans l'éloignement. Et dans le grillon de l'automne, je parle aussi d'un personnage important, d'un jeune Amérindien qui a un rôle important dans l'éloignement. Difficile de dire par où entrer. Je dirais que pour quelqu'un qui serait d'une nature plutôt contemplative, qui aime le silence et la montagne, c'est évidemment le grillon de l'automne. Pour quelqu'un qui ne craindrait pas le brouhaha, le vacarme, les couleurs vives et violentes des tropiques, ce serait l'éloignement. L'éloignement est beaucoup plus tonitruant, beaucoup plus humain aussi. Dans l'éloignement, il y a une expérience de vie qui met en scène aussi beaucoup de personnes. Je parle des gens. Alors qu'avec une écriture qui est, me semble-t-il, plus déliée, je me laisse un petit peu plus aller. Alors que dans le grillon de l'automne, je serrai, je ne parle pas des gens, c'est beaucoup plus minéral, hein. Dans le grillon de l'automne, c'était une période où, dans mon écriture et dans ma vie, je ne rêvais que de pierriers, de crêtes et d'un univers très, très, très austère. Alors que l'éloignement est beaucoup plus tourné vers les gens et beaucoup plus forestier aussi. Je dis justement à quel point j'ai appris à aimer la forêt, à quel point maintenant je me sens beaucoup plus à mon aise dans la forêt que sur des lignes de crête. Voilà, donc c'est vraiment des tonalités différentes, complémentaires. Et je peux dire après, très concrètement, qu'il y en a un qui est beaucoup plus... voilà, là c'est une édition de poche, c'est une réédition qui est parue en même temps, exactement en même temps que l'éloignement, chez un petit éditeur d'Annecy qui fait un très très beau travail, qui s'appelle Livre du Monde. Donc c'est une édition de poche qui a l'avantage d'être bon marché et resserré. Il y avait une première édition avec des photos qui coûtaient plus cher. Et puis l'éloignement par contre est évidemment un livre beaucoup plus imposant, plus long, voilà, plus foisonnant, il y en a plusieurs en moins. Voilà. Voilà. Oui. Je me mets debout parce que... Donc encore un petit passage du grillon de l'automne donc sur les chemins de l'Alpe. 5 heures. À la fenêtre de l'Est, un rêve de hauteur est venu tambouriner du bout de ses doigts blancs et m'attirer du lit. Bleu profond, trilles tremblants, vapeur verte, battement d'ailes dans l'air limpide, l'automne était loin et les orages oubliés. Dans le ciel en bascule, un seul petit nuage pâle s'étirait et paraissait entre deux pics. Les vaches du champ voisin dormaient en paix, serrées dans l'herbe humide.
Tapis près d'elle, comme un voleur, un jeune chat noir a jeté un regard soupçonneux vers la fenêtre ouverte, puis a détalé vers l'alpage. Vite habillée, j'ai enfourné dans mon sac un demi-reblochon, une pomme, un litre d'eau, une miche de pain, une paire de jumelles, une carte, quelques ouvrages naturalistes. J'ai déposé au pied du merisier un bol de lait pour le chat, puis je me suis engagée à mon tour sur le chemin de l'Alpe. Au matin serein, grimpant seul sur le sentier en quête de rien. On retrouve le chat. J'aime bien les chats. Le chat joue un rôle très important aussi dans l'éloignement, puisqu'il se termine par la mort de deux chats. Le chat que j'avais adopté à mon arrivée en Guyane et qui meurt le jour de mon départ. Et il se trouve que le deuxième chat, son compère, que j'avais ramené de Guyane, est mort le jour où j'ai terminé l'éloignement. Voilà, sur mes genoux aussi. Et c'est pas anodin. Je pense que le chat, c'est une manière aussi d'être en rapport avec quelque chose, avec la nature, avec quelque chose d'assez différent de nous. Et en même temps, ça rythme le temps différemment. Je crois que tous ceux qui ont des chats, des chiens le savent. Hein. C'est une façon de souligner les moments de notre vie, hein, les grandes périodes de notre vie. Et la mort de ces deux chats soulignait bien, je trouve, ces deux périodes. Le livre s'achève par la mort du chat. C'est vrai. Tout à l'heure, on parlait tous les deux, entre autres de l'humilité. L'humilité qui est quand même qui devrait être une qualité première d'un auteur. Alors comment l'auteur que vous êtes réagit-il par rapport à cette espèce de, comment je peux dire, pour pas être désagréable, à cette espèce d'ambiance qui est un petit peu de m'as-tu vu dans le monde littéraire? Moi déjà je suis tellement en dehors de tout ça que ça ne me concerne pas en fait. Je suis... c'est quelque chose qui m'est très très lointain. Ce que je constate, c'est que l'écriture a ses travers. Elle coupe facilement de la réalité. Elle peut facilement devenir une petite tour d'ivoire. Et que souvent, l'humilité n'est pas la vertu première de beaucoup d'auteurs. C'est vraiment, enfin, c'est pas la vertu première de beaucoup de gens tout court. Hein. Voilà. Donc, j'apprécie beaucoup chez les auteurs que j'aime, c'est une qualité que j'apprécie infiniment. Cette humilité que je retrouve par exemple profondément chez quelqu'un comme Philippe Jacotet. J'aime ce goût du retrait, ce dégoût des paillettes qu'il y a chez Jacotet. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je ne sens pas beaucoup d'affinité avec des auteurs à paillettes ou des auteurs qui font beaucoup de bruit. Je me sens pas beaucoup d'affinité avec Houellebecq, c'est vrai par exemple. Je peux même pas en dire grand mal. C'est pour moi, c'est vraiment une autre. Ça me concerne pas tellement. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? En cherchant bien. Je peux lire un petit extrait. Voilà, vous allez vous poser la question. Ah, très bien. Je vais lire un petit extrait. Oh, un souvenir heureux. Je vais chercher dans les souvenirs heureux pour ne pas plomber l'ambiance. Un passage qui s'appelle Le coq de roche. Le coq de roche, oui. Très bien. Les souvenirs heureux, est-ce que vous en avez des malheureux? Plein. Oh, bah oui, comme tout le monde. Oui, oui. Mais c'est les pires, les souvenirs heureux. C'est ceux-là qui font pleurer. Les souvenirs malheureux, on est trop content qu'ils soient derrière nous. Donc en fait, ma présentation est tout à fait biaisée parce que c'est le pire. Le coq de roche, pour ceux qui ne situent pas, c'est un oiseau d'un orange éclatant, rare, qu'on trouve en Amazonie, dans des zones où il y a à la fois des grottes, de la pierre et en pleine forêt. Donc il n'y en a pas tant que cela. C'est un oiseau que j'aimais beaucoup observer. Et dans ce passage, j'évoque donc des souvenirs heureux d'escapade avec un jeune Amérindien qui était de mes élèves et qui m'a beaucoup accompagné pendant toutes ces années. Donc ça s'intitule Le coq de roche. Nos courses, nos jeux, nos silences, cette soif d'exploration, cette frénésie de forêt et de mer, comme s'il fallait rattraper le temps perdu et comme si le temps nous était compté. Nous avons l'éternité à rattraper, le temps, en effet, nous est terriblement compté. Midi sur la plage, nous saluons la mort,
ces méduses échouées, ces tortues sans yeux, ce dauphin rose pourrissant dans les algues. Minuit sur la plage. Nous saluons la vie, cette tortue gigantesque qui, ahanant et pleurant, a fini d'enterrer ses œufs et rassemble ses dernières forces pour regagner le large. Aigrette aux pattes brûlées, nous fouillons les rochers à la recherche de ces minuscules poissons argentés qu'Eliton me montre avec un contentement encore enfantin. Jeunes jaguars, nous avançons à pas de fauve dans le fouillis des fougères avant de bondir sur une proie invisible. Moutons paresseux, nous parcourons en 7 heures un sentier dont les hommes font le tour en 20 minutes. Trottinant au bord de la piste comme un gros chien couleur chocolat, le puma s'enfuit à notre approche et disparaît dans le sous-bois, à la trace de sa patte lourde imprimée dans la terre. Aventuriers intrépides, chasseurs magdaléniens, nous nous glissons à l'intérieur des grottes où les chauves-souris gîtent par centaines. Là dehors, joyaux orange vif dans l'écrin forestier, le coq de roche danse entre les taches de lumière. Ce jour-là, je me laisse aller à ces paroles peureuses. La semaine prochaine, il faudrait revenir. Aussitôt, la beauté de l'instant se ternit, les barreaux s'abattent et la réponse cingle, salutaire. La semaine prochaine, ça n'existe pas, je ne serai pas là. Les plumes oranges du coq de roche ne brillent pas dans l'obscurité des cages, mais seulement dans la lumière changeante de certaines aires provisoirement dégagées, en un lieu et un moment dont le choix appartient au soleil et à l'oiseau danseur. Vouloir en retenir la beauté, c'est la perdre aussitôt. Bien. Question? Donc on va rester là. On vous remercie Lionel Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà. Et puis, Merci.